Le besoin du para, c'est d'être capable de donner un sens de l'autonomie, de la débrouillardise au soldat. Et pour ça, il a besoin de comprendre ce qu'il fait, il a besoin d'être autonome dans les missions qu'on va lui confier. Donc il faut qu'il soit capable de lui-même de comprendre, d'intégrer, et ça peut pas se faire dans un autoritarisme à sens unique. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous avons rendez-vous à Quélus avec le chef de corps du 6e RPIMA. Avec lui, nous allons parler de la formation initiale des parachutistes de l'armée de terre et plus largement de cette spécialité qui fait rêver toujours plus d'engagés volontaires. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour mon colonel, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, donc je suis le lieutenant-colonel Stéphane Bonnard. Je suis le chef de corps du CEFIM 6e RPIMA. Alors je passe rapidement sur CEFIM parce que aujourd'hui je me bagarre pour qu'on essaie de voir autre chose qu'un CEFIM, parce qu'on est beaucoup plus qu'un CEFIM. Donc du 6e RPIMA, je suis en fonction depuis le mois de juillet 2023. Donc voilà, on arrive à 6 mois. Auparavant, j'ai servi en état-major au corps de réaction rapide France à Lille, à l'état-major de la 3e division à Marseille, à l'état-major de la 11e BP à Balma, et puis ensuite, l'essentiel de ma carrière, je l'ai passé au 35e régiment d'artillerie parachutiste à Tarbes, où j'ai fait tout mon temps de lieutenant-capitaine et un petit temps d'officier traitant au bureau des opérations et des instructions. Je suis de recrutement semi-direct, c'est-à-dire EMIA. Et pour reprendre au tout début de ma carrière, j'ai commencé en fait comme appelé au 511e régiment du train, sans la moindre idée de ce qu'était l'armée, de m'engager et encore moins de faire carrière. Puis ça m'a plu. Voilà, une OPEX en Somalie en 93 m'a fait découvrir un monde extraordinaire, fait d'aventures, de plein de choses qui m'ont plu. Donc j'ai décidé de rester. Voilà, et donc je suis devenu sous-officier et ensuite officier en 97. Et pourquoi avoir choisi les parachutistes ? Parce que les paras, c'est l'action. Les paras, c'est le mythe. C'est sans doute le métier le plus passionnant, le plus prometteur d'aventure qu'on puisse avoir aujourd'hui. Et quand vous regardez toutes les grandes figures de l'armée de terre dans l'histoire. Voilà, c'est les paras. Voilà, Bijard, c'est l'emblème du para qui a commencé tout petit et qui finit très grand. Voilà, puis sauter d'un avion, c'est quand même un truc qui est hors du commun. Voilà, donc on se retrouve à faire un métier que personne ne soupçonne et qui vous apporte des doses d'adrénaline, puis surtout le sentiment d'être quelqu'un d'un petit peu différent, où on a vraiment quelque chose de différent. On est vraiment des combattants singuliers. Ouais. Cette singularité du parachutiste, c'est quelque chose qui est important dès la formation du parachutiste ici. On se retrouve donc sur le centre de Quélus, ce centre d'entraînement, de formation initiale pour les militaires. C'est quelque chose qui est important pour vous ? Absolument, c'est essentiel. C'est ce qu'on explique aux jeunes dès qu'ils franchissent la porte de leur régiment, en s'engageant. Je sais que les recruteurs en parlent, et puis les jeunes qui viennent, ils savent déjà qu'ils viennent chercher quelque chose, soit en pleine connaissance de cause, parce qu'on leur a bien expliqué, ils se sont documentés, enfin, ils viennent chercher ce mythe, soit ensuite quand ils arrivent ici à la formation, on leur explique qu'on va leur donner un peu plus que simplement une formation de combattants de l'armée de terre, parce que c'est nécessaire. Donc on va chercher à développer dans leur formation, en permanence et en toute occasion, ce petit ADN qu'il faut faire naître en eux, ce qui va faire d'eux un combattant parachutiste, quand bien même ils n'ont pas passé le brevet. Ils auront déjà un petit plus, un esprit para qui va être bien développé au bout de leurs 12 semaines de FGI. Voilà, et c'est crucial. Pour justement en revenir de façon très rapide peut-être, mais pour contextualiser pour les gens qui ne connaissent pas le parcours d'un parachutiste,
Concrètement, comment ça se passe un jeune qui a 18 ans veut s'engager avant et après être arrivé ici, comment ça se passe? Donc le jeune qui veut faire une carrière dans les parachutistes et qui s'engage au titre d'un contrat d'engagé volontaire va passer par d'abord une phase de sélection. Donc on va s'assurer qu'il a le profil, il a la mentalité et puis surtout il aura les qualités morales et physiques nécessaires au métier. Ensuite il aura un examen médical initial. Viendra ensuite le temps de l'incorporation qui se fait au titre d'un régiment. Ici on n'incorpore pas de jeunes à Kélus. Donc tous les jeunes passent par leur régiment pour y faire une à 2 semaines d'incorporation. Et donc ils reçoivent leur pactage, les cours initiaux sur les grades, la hiérarchie, le salut, des petites choses qui sont nécessaires pour débuter la carrière. Et ensuite ils viennent ici pour une durée de 12 semaines. Et ils sont formés en tant que jeunes engagés volontaires au titre de leur régiment. Au terme desquels on leur donne l'attestation de fin de formation initiale des militaires du rang, qui est leur premier diplôme de soldat. Ils sont formés comme soldats. Ils peuvent déjà accomplir des missions simples. Vient ensuite le temps de rejoindre leur régiment où ils continuent leur formation, donc de spécialité. Alors généralement cette formation technique de spécialité intervient après le brevet para, où ils sont envoyés par leur régiment à l'étape de Pau. C'est une formation qui dure au minimum 2 semaines. Ça peut durer un petit peu plus de temps en fonction des conditions météo, de la disponibilité des avions. Et in fine, pour terminer donc leur classe, ils suivent leur formation de technique de spécialité qui est variable et qui dépend du métier qu'ils vont accomplir dans un premier temps. Voilà, qui de l'infanterie, de l'artillerie, les sapeurs, les gens qui sont dans le domaine administratif, etc. D'accord. Et après, ils reviennent ici dans le cadre du CME, par exemple, ou pas forcément? Alors, la formation pour devenir gradé d'encadrement, ce que vous appelez le CME, c'est la formation générale élémentaire, est suivie soit dans le régiment, soit ici en mode centralisé à Kélus. Pour l'instant, c'est quelque chose qu'on a initié. On était les premiers dans l'armée de terre à initier cette formation centralisée dans le CEFIM. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est plus un CEFIM, parce qu'on ne fait plus uniquement de la formation initiale. Et donc, ils peuvent revenir au bout de 2, 3, peut-être 4 ans pour recevoir cette formation de gradé. En quoi ça consiste? Eh bien, un gradé, c'est quelqu'un qui a une capacité d'encadrer 2, 3 jeunes au quartier, en opération, un chef de trinôme ou simplement un gradé au quartier. Donc on lui donne tout ce dont il a besoin pour sa formation, pour être capable d'aller un petit peu plus loin que le simple stade de soldat, parce qu'on lui demande déjà d'exercer de l'autorité. Et cette partie formation à l'exercice de l'autorité, on évite de l'appeler commandement, parce que le commandement, ça concerne plutôt les cadres. Donc cette formation à l'exercice de l'autorité, on tâche de les mettre le plus souvent possible en situation, soit entre eux, soit en mutualisant avec les jeunes qui sont ici aux classes en FGI. Et donc on les met ce matin, par exemple, vous seriez passé vers le hangar d'instruction, on avait des formations à l'ISTC qui étaient en mutualisation FGI-FGE. Voilà, donc une formation qui dure 6 semaines. Ok. Revenons sur cette partie formation, et c'est intéressant que vous parliez différence entre commandement, autorité. C'est aussi ici que le futur soldat va apprendre la chaîne de commandement, la hiérarchie. Or, il sort d'un cadre familial, chacun a son histoire personnelle, mais il est un peu extirpé de sa famille, de son cocon familial pour arriver dans un univers militaire. C'est sa première expérience, en quelque sorte. Si on fait fi des 2 semaines en régiment, peut-être pour les questions administratives. Comment ça se passe et surtout, est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que vous notez, ou est-ce que les gens autour de vous notent des différences avec cette nouvelle génération? Alors, ça fait un peu boomer de dire ça comme ça, mais est-ce que c'est quelque chose qui est la formation au CEFIM, ou en tout cas les classes d'un militaire, d'un parachutiste? C'est quelque chose qui est marqué un peu comme une capsule temporelle, et c'était comme ça il y a 30 ans et ça sera comme ça dans 30 ans?
ou est-ce que vous notez déjà des évolutions, liées peut-être à un côté générationnel? Bon, vous donnez un petit peu la réponse dans la question, mais je vais développer un petit peu. Évidemment, aujourd'hui, on a une génération, certains l'appellent la génération Z. Bon, c'est une génération forcément qui est très différente de celle qu'on a connue il y a 30 ans, dont vous et moi faisons pas très loin, on en fait partie, qui a des spécificités qui sont un petit peu différentes, parce que c'est une génération qui est née avec les réseaux sociaux, qui est née avec l'information. C'est une génération qui veut tout de suite savoir, qui veut tout de suite comprendre, qui est capable de s'exprimer très rapidement, de rejeter très facilement aussi, qui a un rejet beaucoup plus rapide des normes, qui veut vraiment comprendre le monde dans lequel il se trouve. Voilà. Et ça, en fait, ça fait une génération souvent qui est mal comprise, qui est beaucoup plus difficile à appréhender, parce que les valeurs que nous avions, qui doivent rester les mêmes, mais que nous tâchons de transmettre aujourd'hui à cette génération, elles doivent être transmises d'une façon différente, intactes à la fin, mais il faut leur expliquer de façon différente, les associer davantage à ce qu'ils apprennent, à ce qu'on leur demande de faire, aux finalités en fait. C'est pour ça que dans toutes les phases de leur formation, moi je demande à mes cadres, aux formateurs, de toujours contextualiser chaque aspect de la formation pour en expliquer les finalités. Pourquoi vous faites ça? Quel est le but final? Et on s'aperçoit que quand les jeunes ils comprennent ce qu'ils font, ils adhèrent, tout comme il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, ils ont besoin de savoir ça. Ils ont besoin de comprendre le sens de ce qu'ils font. Et un jeune, hélas, aujourd'hui, à qui on manque de lui donner du sens dans son apprentissage, dans telle ou telle partie, c'est surtout la partie combat et tir, où des fois on oublie de leur expliquer que une séance de tir, c'est pour être capable d'utiliser son arme, parce que la finalité de toute action militaire, si nécessaire, c'est le combat. Et le combat, ça se finit par une action cinétique, avec un tir au fusil, au mortier, à l'arme anti-char, avec une grenade. Donc il faut tout le temps contextualiser en expliquant à cette génération. Ils ne comprennent plus aussi certaines méthodes qui ont fonctionné avec nous. La méthode de la BAF, ce qu'aujourd'hui on appelle des brimades. Le mot brimade, moi je l'ai pas connu il y a 30 ans, quand je suis rentré dans l'institution. C'était des choses qui nous paraissaient presque naturelles. Une punition collective, pour nous, c'était quelque chose qui était normal. Quelqu'un faisait une connerie, tout le monde devait payer parce qu'on devait avoir un sens de la cohésion. Aujourd'hui, le jeune qui n'a pas fait de bêtises ne comprend pas qu'il va payer pour le jeune d'à côté, parce que lui n'a pas fait de bêtises. Donc la punition collective aujourd'hui, ça ne marche plus. C'est plus compris comme ça. Donc il va y avoir un rejet du système, parce que le système n'est pas juste. Et il va y avoir aussi un rejet du jeune, parce que in fine, son action, à travers la punition des cadres, rejaillit sur l'ensemble, et c'est très mal perçu. Et aujourd'hui, hélas, on a beaucoup de jeunes qui ne comprennent pas ces choses-là. Donc des petites recettes, des choses qui fonctionnaient très bien, comme vous dites, il y a 30 ans, aujourd'hui, ça marche plus. Voilà, il faut qu'on change de matrice. Il faut qu'on prenne conscience que aujourd'hui, un jeune, ça fonctionne différemment. Et si on change le moyen pédagogique, on va dire, c'est toujours possible, vous pensez, d'inculquer ces valeurs et ce sens? Ah, mais complètement. Les jeunes qui viennent ici, en fait, on sait, ils le disent pas, mais on sait qu'ils viennent chercher les mêmes choses qu'un jeune il y a 30 ans. Et j'ai même envie de dire, il y a 40, 50 ans. Ils viennent chercher les mêmes choses. Ils viennent chercher ce sens de l'action, ce goût pour l'aventure, cette envie de se dépasser dans un sens de la camaraderie. Voilà, c'est cette chose qui fait du parachutiste un combattant de l'insolite. Ils viennent les chercher.
Seulement, c'est la façon d'y arriver qui sera différente. Je dis souvent à mes cadres, vous pouvez leur demander énormément de choses à ces jeunes. Vous pouvez leur demander autant qu'on vous demandait à vous il y a 10, 20, 25 ans. On peut leur demander la même chose. Seulement, il faut le faire avec plus de progressivité, plus d'explications, et surtout, penser à toujours l'accompagner avec une bienveillance en retour. Je mets toujours cette image de la balance dans laquelle on met d'un côté l'exigence, la discipline, le poids de la rigueur qu'on attend d'eux, et en même temps la bienveillance. Et plus on va leur demander de choses, plus on va exiger qu'ils s'impliquent physiquement, qu'ils s'impliquent intellectuellement, parce qu'il faut aussi qu'ils apprennent, il faut aussi qu'ils fassent des efforts pour apprendre leur formation, leur métier de soldat. Et en même temps, il faut qu'on soit capable de leur donner la bienveillance qui s'accompagne. Voilà. Et in fine, l'un dans l'autre, on retrouve cet esprit parachutiste. On est capable de faire preuve d'une rigueur décontractée. C'est un mot qui paraît un petit peu, c'est une expression un petit peu paradoxale. C'est une injonction paradoxale, mais la rigueur décontractée, c'est, ouais, on est capable d'être pro, de faire preuve de la plus belle discipline, mais en même temps, il y a toujours de la sympathie dans les rapports, il y a toujours de la fraternité d'armes, et les rapports sont beaucoup moins formels et figés que dans d'autres spécificités de l'armée de terre. Je prends souvent la Légion comme exemple, où là on va être beaucoup plus sur du formalisme, parce que c'est inhérent à la Légion et aux besoins de la Légion. Voilà, le besoin du para, c'est d'être capable de donner un sens de l'autonomie, de la débrouillardise aux soldats. Et pour ça, il a besoin de comprendre ce qu'il fait, il a besoin d'être autonome dans les missions qu'on va lui confier. Donc il faut qu'il soit capable de lui-même de comprendre, d'intégrer, et ça peut pas se faire dans un autoritarisme à sens unique. Est-ce que c'est pas un peu ce qui se passe déjà depuis très longtemps avec les forces spéciales ou les unités un peu d'élite? Je pense au GCP de l'11e BP par exemple, où justement c'est des groupes où on est un peu moins dur en termes on est moins strict sur la tenue, sur le rasage, sur ce genre de choses, mais en même temps on fait confiance peut-être aux gens, on leur explique encore plus la mission, les finalités, parfois même géopolitiques, des conséquences qu'ils auront sur le terrain. Est-ce que ça c'est un modèle qui est adaptable à un engagé volontaire de la 11e BP? Il y a des similarités, mais j'ai envie de dire attention, le raccourci n'est pas bon, parce que avant d'arriver à ça, tout engagé dans les forces spéciales ou qui un jour parvient à rejoindre les rangs des commandos parachutistes a quand même besoin de cadre dans sa formation initiale. Donc il faut lui donner un cadre. Donc il faut passer par ces étapes initiales qui sont impératives, que sont la discipline, le comportement, la formation au comportement militaire, adhérer à l'esprit, parce que c'est quelque chose qui est très, très difficile à acquérir. Aujourd'hui, un soldat, il acquiert l'esprit, c'est pas inné. C'est pas inné. Les moins convaincus, ceux qui viennent avec le doute, ils savent qu'il y a quelque chose, mais ils ont pas cet esprit qui est inné, parce qu'ils n'ont pas une culture dans leur éducation qui les amène directement à ça. Ils ont besoin de plus de temps. Donc on peut pas immédiatement mettre un jeune dans les mêmes conditions qu'un GCP ou quelqu'un des forces spéciales. La deuxième particularité, c'est que les forces spéciales ou les GCP, on leur demande quand même de réaliser des actions qui sont extrêmement pointues, extrêmement techniques, avec des niveaux de compétences qui sont très supérieurement élevés à celles qu'on demande à un parachutiste ou même un soldat standard, normal. Parce que c'est quelqu'un qui a été sélectionné sur la base de ses qualités intrinsèques. Et c'est pour ça que quand
Mais la balance est la même en fait. Quand on va lui demander des choses qui sont extrêmement pointues, il faut lui laisser davantage de liberté d'action dans sa façon de se préparer, dans sa façon de mener sa mission. In fine, cette balance, elle existera toujours, quel que soit le niveau d'exécution ou le niveau de technicité ou le niveau de professionnalisme qu'on va demander. Mais le cadre pour le jeune, ça reste quand même, j'y reviens, hein, ça reste quand même quelque chose de primordial. Il y a autre chose qui est primordial quand on voit ce que vous faites ici, c'est le côté rusticité, aguerrissement. On est dans un camp militaire, on est au milieu de la forêt. Le boulot du militaire, c'est d'être capable de dormir par terre toute la nuit, ou de pas dormir de la nuit dans une forêt pour être capable, en mesure de faire quelque chose. Être capable, on le voit avec l'actualité internationale, avec l'Ukraine, on est dans un retour de la guerre de tranchées. Là, en plus, on est en hiver, il fait froid. Dans une tranchée, c'est compliqué. Comment vous inculquez ça à ces jeunes? Et est-ce que vous faites face à ce problème? Vous l'avez dit, c'est une génération qui aime bien avoir une visibilité sur les choses. Il y a aussi quelque chose qui revient quand on parle avec des militaires, c'est le fait que cette génération a un peu plus du mal peut-être à prendre des risques ou à sortir de sa zone de confort, à se faire mal. Vous parlez de brimade ou ce genre de choses. Il y a aussi ça forme aussi à encaisser les coups. Est-ce que ça, c'est une problématique pour vous ou pas? Oui, c'en est une, mais on a les réponses. On part du principe que dans tous les cas, on sait que dans les rangs des jeunes qui nous rejoignent, il y en a qui sont pas faits pour ça. Donc on prend une espèce de pari de dire les jeunes ils arrivent ici à Kélus après leurs 2 semaines d'incorporation, on les envoie immédiatement en ferme. On les envoie sur le terrain. Donc les fermes à Kélus, vous savez comment c'est, hein. Il y a de l'eau, elle est froide. Les WC, c'est à la turque. La chasse d'eau, c'est une boîte de conserve. Et puis, la lessive, on la fera dans une semaine ou dans 15 jours. Donc, faut apprendre à vivre dans ces conditions-là. Il n'y a pas l'interrupteur avec la lumière, il n'y a pas le chauffage, il n'y a pas la télé. Voilà, on les met immédiatement dans des conditions d'inconfort, sans non plus forcer le trait, en leur expliquant, voilà, vous êtes dans des conditions rustiques parce que c'est nécessaire. Donc vous allez vivre 2 semaines dans ces conditions-là, et on va vous apprendre les rudiments en mode progressif, c'est-à-dire petit à petit, on va vous donner des cours, etc. Puis on va commencer les premières séances de marche, de course à pied, toujours en mode de progressivité. Donc au début, ça va être des toutes petites doses. Le renforcement musculaire, ça va être régulier, mais à petite dose, et puis on augmente petit à petit. Mais dans tous les cas, on leur donne cette marque de rusticité immédiatement. Et on commence immédiatement par ça. Alors c'est certain que moi je le vois, et puis on le constate dans la durée. Quand les jeunes reviennent au quartier après ces 2 semaines de ferme, immédiatement on a un paquet de jeunes qui se présentent avec un compte rendu où ils viennent dénoncer leur contrat parce qu'ils se rendent compte à travers ça que c'est pas fait pour eux. Mais in fine, on se rend compte que c'est un filtre qu'on a mis, un premier filtre qu'on a mis qui est nécessaire. Oui, parce qu'après, si une personne n'est pas faite pour ce métier et qu'elle continue pendant des années, ça va en fait empêcher tout le reste des personnes à progresser. Oui, exactement. Et notre intérêt à nous, c'est de pouvoir déceler le plus vite possible les personnes qui sont pas faites pour ça. On les pousse pas dehors. On leur explique simplement les règles du jeu. On leur explique de quoi est faite la vie d'un parachutiste. Donc le socle est le même pour tout le monde. Demain, un engagé au premier RTP, il faut qu'il soit capable de mettre en œuvre tous ces fondamentaux, tous ces rudiments qu'on leur apprend, qui sont exactement les mêmes qu'un engagé au 8e RPMA ou quelqu'un qui s'engage comme sapeur au 17. On a parlé de la génération, on n'a pas trop parlé des parents, parce que c'est aussi quelque chose qu'on voit, c'est que là pour le coup notre génération a tendance parfois à aussi surprotéger le rejeton et peut-être, est-ce que vous avez des problèmes par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui, peut-être la génération de nos parents, grands-parents avait peut-être moins de problèmes à laisser des enfants pendant 3 mois dans un camp militaire?
Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment la même logique. Est-ce que ça se remarque, ça? Non, pas vraiment. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je pense que ça n'a pas réellement changé. Un jeune qui fait le choix de s'engager, il l'explique. Et puis surtout, on a aussi, nous, une action d'accompagnement qui commence dès le recrutement. On sait que c'est des jeunes qui sont moins facilement sortis du cocon familial qu'il y a une trentaine d'années. Et encore, je suis pas certain que ce soit réellement différent à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, le lien de l'institution avec les parents des jeunes est pris dès le moment du recrutement. Et il est conservé par le régiment, il est conservé ici à Caylus. Tous les chefs de section ont un lien avec les familles. Et c'est souvent d'ailleurs un ressort sur lequel on s'appuie quand on sent qu'il y a une petite baisse de motivation et quand le jeune commence à parler de ouais, je sais pas si ça me plaît, je vais partir. Et là, on passe un petit coup de bigot aux parents pour dire bon, bah attention, votre enfant là, on voit qu'il a du mal à accepter, il a peut-être besoin d'un petit peu de temps, il manque un petit peu de maturité. Voilà, si vous pouvez essayer aussi vous de le remotiver, parce qu'on sent qu'il voilà, c'est une bonne recrue, on en fera un soldat, mais il a un petit passage à vide, donc bon, on va utiliser ce ressort parental aussi, voilà. Mais on n'a jamais eu de frein de la part des familles. C'est pas un problème en fait. Vous n'avez pas le problème qu'ont les instituteurs et professeurs d'éducation nationale avec des parents qui surprotègent ou qui vont remettre la faute sur le professeur? Non. C'est arrivé, une fois de temps en temps. Moi, je l'ai eu une fois. Une fois, c'est une maman qui m'a appelé directement pour me dire son incompréhension. Elle n'arrivait pas à mettre des mots sur ce qui se passait, donc elle cherchait des explications à travers un prisme qui était un petit peu déformé, où le jeune qui se sentait pas bien disait pas exactement les choses telles qu'elles se passaient. Voilà, donc. Mais c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Ça m'est arrivé une fois en 6 mois sur combien j'ai vu de sections passer, 3 par mois. Donc voilà, une vingtaine de sections à 40 jeunes. Donc vous voyez, c'est pas du tout fréquent. Comme vous faites partie des premiers en quelque sorte à parler à ces jeunes, ou en tout cas à entendre un petit peu leurs besoins, leurs problématiques, c'est quoi les raisons qui les poussent à s'engager, à passer toutes ces étapes qui sont, c'est pas non plus une promenade de santé que de faire ces classes. Qu'est-ce qui les pousse à 18 ans à s'engager comme parachutiste? Moi, je pense que les raisons sont les mêmes que les nôtres à notre époque. Les paras jouissent toujours d'une aura importante. Dans la culture française, ils ont toujours joué une grande place dans l'histoire. Ils ont toujours tenu une place à part. Et c'est un excellent motivateur pour venir s'engager. On le voit de façon très nette dans les chiffres des recruteurs. On a les meilleurs taux de sélection de l'armée de terre. Preuve que les régiments prestigieux, c'est toujours ceux vers lesquels on veut aller en premier. Et bon, j'ai envie de dire, c'est presque un problème de riches, parce que on a pour certains régiments, le 3, le 8, on a des taux de sélection qui sont énormes. Donc, in fine, on a toujours des jeunes qui viennent très motivés, certains qui arrivent extrêmement bien préparés, qui ont déjà des niveaux physiques impressionnants. Donc je constate pas réellement de gros changements dans les motivations pour venir nous rejoindre. L'armée 400 métiers, c'est plus trop l'argument de recrutement. Aujourd'hui, on s'aperçoit que il y a une envie qui reste quasiment intacte de venir nous rejoindre, et puis on s'aperçoit aussi qu'il y a des fois il y a des petits pics qui sont liés à des événements. Usbin, par exemple, a été un
étrangement, a été un facteur de motivation, où on s'aperçoit que se retrouver dans des conditions extrêmes où on a des jeunes qui montrent un certain exemple en donnant leur vie pour sauver des camarades, ça c'est quelque chose qui parle très fort au cœur et à l'âme. Et ça décide beaucoup de jeunes. Et c'est ça qu'ils ont en eux quand ils viennent pousser la porte. Donc il y a toujours une petite flamme qui dans chacun d'entre eux, elle est plus ou moins vivace. Donc c'est à nous maintenant de la faire grandir, de souffler dessus, de l'alimenter et puis d'en faire un brasier de plus en plus ardent parce que c'est notre, je leur dis tout le temps, c'est notre relève. Voilà. C'est vrai que vous avez parlé de ces événements, effectivement, les attentats en France ont boosté aussi les recrutements. D'ailleurs, pas que des engagés volontaires, mais aussi des réservistes. Beaucoup de réservistes sont arrivés à ce moment-là. Est-ce que l'actualité contemporaine, qui nous est vraiment contemporaine, la guerre en Ukraine, les tensions géopolitiques, le fait qu'on voit de plus en plus d'images de violence à la télé, je pense à Gaza, Israël, etc. Est-ce que ça a un effet? Vous le remarquez? Ou pas forcément? Non, c'est pas palpable à notre niveau. Je pense que vous pourriez peut-être plutôt poser la question aux recruteurs. J'ai quand même envie de dire, il se passe peut-être un petit peu de temps entre les flux et les événements. Et puis, faut quand même dire que c'est des événements qui nous touchent d'assez loin. Aujourd'hui, la France, qu'est-ce qu'on a à voir avec Israël? Qu'est-ce qu'on a à voir avec l'Ukraine en termes d'implication de la population? Les Français sont assez distants quand ils sont pas touchés. J'entends quand ils sont pas touchés parce que ils font partie d'une minorité ou des connaissances culturelles. Donc moi je ne vois pas ici d'effet. Je ne vois pas de causalité entre l'engagement et surtout les motivations des jeunes. Est-ce que ça peut pas avoir l'effet inverse, dans le sens où, par exemple, au début du conflit en Ukraine, il y a eu des discussions sur des groupes de militaires, notamment sur Facebook, qui montraient certaines inquiétudes à pas vouloir être déployés pour justement un conflit qui les touche pas forcément, même si ça reste minoritaire, hein, ou en tout cas ça reste probablement épisodique et c'est ce qu'on voit donc sur des réseaux. Mais vous parliez par exemple d'Ouzbin, ça a été aussi il y a quelques polémiques aussi autour de ça, parce qu'on comprenait pas pourquoi beaucoup de gens ont appris ils ont compris qu'on était en Afghanistan à ce moment-là, pour beaucoup, en plein mois d'août. Est-ce que, avec le contexte actuel je vais dire morosité, mais de tout ce qui est politique, de récupération, ce genre de choses, est-ce que vous pensez qu'il y a potentiellement, ça peut exister un effet inverse, de se dire, on va peut-être avoir moins de gens motivés parce que ils comprennent la réalité de ce métier-là, qui est de potentiellement aller aussi mourir quelque part pour des intérêts qui ne comprennent pas justement? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense pas que ce soit les exemples que vous citez soient des freins au recrutement. Un frein au recrutement, peut-être, pour aller dans une autre direction, ce serait aujourd'hui la baisse des engagements en dehors de notre territoire, avec le retrait de certains théâtres en Afrique, et du coup un report des missions soit sur le territoire national, soit en Europe centrale, qui forcément va influer sur l'idée d'aventure qu'un soldat se fait, les témoignages, parce qu'on a aussi beaucoup de jeunes qui s'engagent sur la base d'échanges avec des camarades qui ont vécu ces expériences et se dire demain je vais m'engager mais je vais plus aller ni au Mali ni au Niger, l'Afghanistan c'est fini, l'Irak on a eu des troupes mais on n'y est plus trop. Ceux qui viennent chercher l'aventure,
qui voudraient ces choses-là peuvent effectivement être un petit peu sur leur faim. Donc ça peut être un facteur qui va jouer et dans le recrutement et peut-être aussi dans la fidélisation. Les jeunes qui sont aujourd'hui engagés, qui vont se dire quel sera mon quotidien demain. C'est quand même difficile de se projeter, sachant qu'on a quand même des jeunes qui viennent pour ça, qui viennent pour l'aventure. Ouais, moi, c'était mon cas. Je suis venu pour l'aventure et j'en ai eu. Et une façon de faire vivre, en tout cas dans l'esprit, cette aventure, c'est tout ce qui s'est passé précédemment. Et vous avez cité Bijard. Les parachutistes, quand on dit parachutistes, on pense aussi à Dien Bien Phu. L'année prochaine, ça sera les commémorations. Ce sera un anniversaire important pour la bataille de Dien Bien Phu. Comment vous vous préparez et qu'est-ce que vous avez prévu? Si vous pouvez en parler déjà, peut-être. Oui, bien sûr. Bah, évidemment, je vais en parler puisque c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Bon, vous savez que le 6e bataillon de commandos coloniaux parachutistes a été engagé avec Bijard à leur tête en Indochine à plusieurs reprises. La conquête de la cuvette le 20 novembre 53, Bijard était à leur tête et le 6 a sauté. Le 6 s'est retrouvé ensuite engagé à partir du moment où les combats ont fait rage en mois de mars 54 jusqu'à le combat final. Donc le 6 a été vraiment de tous les combats. Aujourd'hui, c'est un conflit qui a très fortement marqué l'histoire du 6e RPIMA. Il suffit de lire simplement les plis du drapeau que vous avez là dans la vitrine. Et forcément, le point d'orgue de ce conflit, c'était Dien Bien Phu, avec un combat que les paras, les légionnaires, enfin tous ceux qui étaient engagés sur le terrain ont mené jusqu'au bout, en tâchant d'y croire le plus possible, avec tout l'esprit de sacrifice que l'on sait, et y compris après dans la longue marche et dans la longue détention qui a vu seulement une toute petite partie d'entre eux revenir. Donc aujourd'hui, le 70e anniversaire qui va se dérouler le 7 mai, pour nous, vous comprenez à quel point c'est important de mener cette commémoration. Donc on va essayer de marquer non, on va pas essayer, on va le faire. On va marquer le coup très fortement. On voudrait d'abord rendre hommage à nos anciens qui ont combattu, à commencer par ceux qui sont tombés, mais ceux qui sont encore en vie. On en a quelques-uns. On a Flamène, on a Péressin. C'est des noms qui sont connus parce que c'est aujourd'hui des figures. Et puis on va tâcher de mener ça dans une ville à Caussade qui est tout à fait ouverte à recevoir ces commémorations et qui est très heureuse de nous recevoir. Voilà. Donc on va tâcher de mener une belle commémoration avec un son et lumière et de marquer les esprits parce qu'on doit ça à nos anciens. Super. C'est tout ce qui est justement cérémonie, tout ce qui est commémoration, c'est de votre point de vue, c'est quelque chose qui revient un petit peu à la mode, si j'ose dire, ou pas, parce qu'au final, on se rend compte que c'est important pour maintenir un lien armée-nation auprès de la population. Ça fait partie aussi de vos prérogatives en tant que chef de corps. Comment ça se passe au quotidien pour vous, ce genre de choses? Vous êtes en lien avec les élus, avec... Oui. Donc, le devoir de mémoire, c'est quelque chose qui... déjà, ça commence par le mot devoir, parce que aujourd'hui, la France telle que nous la vivons, c'est quand même grâce à tous nos anciens qui sont tombés dans tous les conflits passés, à qui on doit ce que nous sommes, notre liberté, toutes nos valeurs, dans un monde qui a cessé la conscription, enfin dans une nation qui a cessé la conscription, enfin qui a temporairement mis fin à la conscription en 1996. Aujourd'hui, on a quand même un lien armée-nation qui s'est largement distendu. Ça, c'est évident.
On s'est rendu compte que le devoir de mémoire, il faut continuer à le porter avec le plus de force possible, parce que la population française y reste attachée, mais on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant. Voilà. Donc il faut qu'on mène d'autres actions en permanence pour pouvoir conserver ce lien avec la nation. L'armée ne peut pas être détachée de la nation, c'est pas possible. On a besoin de la nation pour nous soutenir, et la nation a forcément besoin de nous parce que demain on sera le dernier rempart. Aujourd'hui, ici à Caylus, on est dans un contexte qui est très particulier parce qu'on est un camp qui accueille la formation de tous les jeunes parachutistes de France. On est un camp qui s'étale sur 10 communes. Donc vous imaginez en fait la taille de la garnison, et on a besoin d'un lien permanent avec les maires, qui commence forcément par le voisinage, parce qu'un camp c'est des nuisances. Vous l'entendez dès que vous mettez le nez dehors, vous entendez des rafales, des explosions, etc. Et puis qui se poursuit avec le devoir de mémoire. Donc on s'efforce de l'entretenir à toutes les occasions, le 11 novembre, le 8 mai, et puis ensuite nous avons nos propres célébrations qui sont par exemple pour nous, c'est le lieutenant-colonel Normand qui a donné son nom au quartier, qui était un résistant qui est mort en déportation. On a la Saint-Michel qui est notre saint patron, qui aussi donne toutes ces vertus d'archange aux parachutistes, qui est le combattant du ciel. Donc il y a une association, voilà. Donc on vit au quotidien à travers ces étapes mémorielles et de tradition. C'est vrai que c'est le lien armée-nation, et puis vous avez parlé du devoir de mémoire. On en a déjà parlé pas mal dans le podcast parce que c'est terriblement d'actualité, et c'est important. Vous avez mentionné le fait que c'est un terrain militaire. Un terrain militaire, c'est d'abord considéré comme une nuisance par le voisinage, un peu comme dans le sud-ouest, la brigade parachutiste est un peu, où je pense au premier RTP, malheureusement, qui est un peu la source de nuisance aussi sonore, avec les avions qui passent au-dessus de chez les gens, etc. Comment vous arrivez à maintenir un bon voisinage au quotidien ? Alors, si vous permettez, je vais d'abord rectifier la nuisance du premier RTP, puisque vous savez qu'à Francazal, l'armée de l'air s'est retirée. Donc, les avions qui survolent Muret et toutes les localités autour du premier RTP, c'est ceux qui décollent de Blagnac. Non, plus simple, de façon un peu plus prosaïque. Ici à Caylus, en fait, le camp, pour les anciens, pour les gens qui sont de la région et qui ont toujours connu le camp, le camp n'est pas vu d'abord comme étant une nuisance, mais le camp fait bien partie de leur quotidien depuis des années. Le camp existe depuis le 19e siècle, donc en fait il fait partie de leur quotidien. Le camp aujourd'hui permet pas mal de gens de vivre. Les agriculteurs sont de bons voisins parce qu'on a de très bons échanges. On leur offre du package et de la fenaison. On a beaucoup de familles qui vivent dans les localités avoisinantes. Donc quelque part c'est aussi une façon pour nous de nous insérer. Et puis ensuite, forcément pour la question des nuisances, parce qu'il y en a forcément, on a un lien qui est très étroit avec les mairies. Moi j'ai un lien direct avec chacun des 10 maires qui sont riverains du camp, et on les entretient de façon très régulière. Donc à toutes les cérémonies, nos maires sont invités. Ils sont dans le quartier normand, chez eux. Voilà, je les connais très très bien. Certains, je les vois très souvent parce que on a des affinités certainement un peu plus proches.
Mais c'est vrai qu'on est réellement inséré dans le tissu local de façon très harmonieuse. Même si ça reste quand même parfois assez versatile, parce qu'on a quand même des gens qui sont agacés, mais ça, il y en a partout, hein. Des râleurs, vous en avez dans tous les coins. C'est sûr. Puis on n'est pas français pour rien. Pour terminer cet entretien, est-ce qu'il y a un conseil qu'on vous a peut-être donné quand vous avez commencé votre aventure chez les parachutistes, et puis plus largement comme militaire, que vous aimeriez partager à un jeune qui nous écoute, qui soit se prépare à faire ses classes, ou qui est dedans, qui a peut-être un petit coup de mou aussi, ou pas, et qui a un conseil que vous aimeriez, qui vous a marqué, que vous aimeriez partager? Moi, j'aime dire quand je parle avec les jeunes qu'ils ont de la chance de débuter un métier qui est le plus beau du monde. Ils en ont souvent pas conscience. Ils le découvrent, ils en voient certaines facettes. La formation initiale, souvent c'est assez dur, donc ça peut être démotivant, mais ils arrivent déjà à voir certaines choses qui sont très prometteuses. L'esprit de camaraderie. On se rappellera toujours des gars avec qui on était pendant nos classes. L'encadrement, quand on voit nos cadres, on se dit mais en fait ces caporaux, ces sergents, ce lieutenant-là, ils étaient à notre place quelques années avant. Donc c'est extrêmement prometteur de se dire ils ont de la gueule. Ils ont de la gueule, ils ressemblent à quelque chose, et demain, moi je vais être comme eux. Voilà. Et puis ensuite, c'est le plus beau métier du monde, parce qu'on fait, je reviens à ce que je disais au départ, on fait des choses qui sont hors du commun. Être parachutiste aujourd'hui, c'est être capable d'aller n'importe où sur un très court préavis. La brigade para, ça reste quand même la première unité de l'armée de terre engagée, quel que soit l'endroit du monde, avec le préavis le plus court. Aujourd'hui, vous savez que vous avez une compagnie d'infanterie qui est tout le temps sur le pied de guerre à 6 heures. Le président de la République, il dit j'ai besoin d'une action ici, maintenant. On est capable d'envoyer en 6 heures une compagnie n'importe où, avec les temps de vol, etc. Donc ça, c'est la plus belle promesse d'aventure. Et la brigade para, aujourd'hui, je vais être un petit peu chauvin, mais c'est subjectif et objectif à la fois. C'est quand même l'unité qui promet le plus d'aventures, parce que c'est la brigade sur laquelle on peut compter, sur laquelle le politique peut compter, sur laquelle tous les chefs dans l'armée de terre peuvent compter. Elle a toujours répondu présente, et on est toujours prêt à s'engager, parce que nos valeurs de réactivité, de volontarisme sont les plus fortes, sont les plus développées. Et c'est pour ça que le para, c'est vraiment le combattant de l'insolite, le combattant de la première heure, et c'est celui qui vivra toujours les plus belles aventures. C'est une belle conclusion. Merci, mon colonel. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense-zone.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.